Denissa, en Sibérie, où on a trouvé des fossiles, enfin pas des fossiles, des fragments humains qui n'étaient ni sapiens sapiens, ni sapiens néandertalensis. Donc, bien, il y en a d'autres. Donc sapiens devrait sapiens. Je pense que notre espèce est une espèce, en fait, partagée entre le Nocturnus et le Diurnus. Et je faisais un séminaire hier, et j'avais appelé la séance du séminaire, parlant de la poésie, Homo, nous sommes, je pense, l'homme était une espèce animale poétique. Je dirais que l'espèce humaine était un Homo poeticus, en réalité. L'homme est l'animal poétique par excellence. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est cette espèce animale qui va sécréter hors d'elle-même, mais beaucoup plus que sécréter, c'est vraiment fabriquer maintenant. Toutes ces catégories d'objets que les Grecs ont appelés eh bien, les poémas, c'est-à-dire le résultat de la poiesis, c'est-à-dire du verbe poiéi, qui veut faire, fabriquer, mais dans le sens des œuvres. C'est pas la techné, c'est pas la technique qui fabrique des choses utilisables, mais c'est de l'ordre de la contemplation, de l'ordre de l'action aussi. Faire de la musique, c'est agir. Et on l'a su de toute l'époque. On a toujours mis des musiciens devant les armées. Ça existe toujours, la musique militaire. C'est la preuve par le négatif que l'art est une action. Bien. Peut-être on oublie un peu ça aujourd'hui. Que l'art, que le politique redevient l'action, mais l'action justement dans un sens beaucoup plus originel, beaucoup plus poétique. Vous savez, on sait aujourd'hui que, contrairement aux mythes, les Néandertals et les sapiens, justement, ils ne se sont pas entrebattus, ils se sont pas. Les Néandertals n'ont pas du tout été exterminés. Il y a même un spécialiste, un historien qui dit que justement, on n'a aucune trace avant le néolithique, c'est-à-dire avant les premières villes, on n'a aucune trace de guerre, aucune trace de bataille, de mort par la violence dans l'affrontement de deux groupes humains. Aucune trace. Au départ, donc, le poétique. L'homme est un animal poétique. Il nous faut donc penser le poétique de manière naturelle. D'abord, le poétique, c'est donc, au sens premier, pas seulement une partie d'écriture. C'est la caractéristique de toute écriture qui fait que, hors de soi, on fabrique un objet dans lequel on se reconnaît. Pas forcément qu'il sert à quelque chose, mais il sert à se reconnaître. Il sert à reconnaître hors de soi des émotions. Plus qu'à les reconnaître, à les provoquer. Je pense que l'objet poétique, c'est l'objet qui, hors de nous, entre nous, est capable de renfermer les émotions qu'on a fait sortir de soi, que l'on a sécrétées et que l'on enferme dans ce secret, en particulier dans le secret de l'écriture. Qu'est-ce qu'un secrétaire? C'est celui qui note ce que le poète sort de lui-même. Parfois il peut être analphabète, il peut être illettré, peu importe. Si on le met à l'écrit, il y a quelqu'un qui doit mettre au secret cette sécrétion. Ça retourne au secret, parce que la lecture, après, il faut la ressortir de ce secret. Mais ça, c'est dans tout art, il y a cet objet externe. Cet objet externe dans lequel les émotions qu'on avait dans l'intériorité, on les a sorties de soi-même et on les a déposées dans ces objets. Mais pour qui est capable de voir, d'entendre des choses incroyables,
lire, à ce moment-là, les émotions, on va les ressentir de nouveau. Elles vont ressortir et elles vont rentrer à l'intérieur. Et quand la sécrétion reste dehors, au secret, dans des tableaux, dans des musées, dans des partitions musicales, dans des livres, là ils sont vraiment au secret. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les chercher et les ressortir du secret. Alors, les artistes ont pris l'habitude, finalement, de se projeter complètement dehors, ce qui fait que de manière normale, on va voir Rembrandt maintenant, on écoute Franz Schubert ou Yanis Xenakis, et on lit Lara, Guillaume, Lara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elles, eux, s'ils sont vrais, ils ont fabriqué un autre corps en dehors d'eux-mêmes. C'est ce que j'appelle le corps poétique. Les tableaux, les musiques, les livres, et dans les livres en particulier, la poésie, ce sont des corps poétiques. Il y a une légende qui dit que, légende ou pas, Guilhem le dira, quand Libaï meurt, il meurt chez un ami qui rendra public des poèmes de Libaï qu'il a recueillis, et il aurait écrit un texte à la mort de Libaï en disant que Libaï est mort chez lui, sur son lit, et que sur son lit de mort, il y avait le maximum de rouleaux des poèmes qu'il avait pu écrire. Il serait mort au milieu de son corps poétique. En tout cas, l'écrivain, le poète meurt, derrière lui, ses poèmes, c'est son corps poétique. Alors peut-être encore beaucoup plus, évidemment, dans les poèmes et chez les poètes, que chez d'autres écrivains et peut-être d'autres artistes. Pourquoi est-ce que finalement le poème est venu à désigner une partie de l'écriture artistique et pas seulement, comme au départ, ou pas plutôt la totalité des œuvres? Peut-être parce que, selon moi, dans le poétique, il y a un souvenir de l'origine. Il y a un souvenir de l'origine, du moment où, comme je disais tout à l'heure, la langue n'était pas encore de la langue, mais c'était déjà du chant. Et tout le monde sait que le chant, c'est l'unité fondamentale du poème. Dante divise chacune des parties de sa divine comédie en chants. On parle des chants d'Homère. Ezra Pound écrit encore en cantos. Le mot est resté en poésie. Mais dans son origine étymologique, c'est ça qui est important. Je le prends de cette origine-là. Le poème se souvient dans son écriture qu'il était un chant. Il s'en souvient, c'est très simple. Il y a le rythme, il y a les sonorités qui reviennent, il y a l'harmonie et la mélodie, c'est-à-dire il y a la musique. Le poème est aussi un souvenir du musical, dans la mesure où le chant est l'origine commune, une origine commune de la musique et de la poésie. Le rythme, c'est une évidence. Donc, dans le matériau du corps poétique du poème, il y a, plus que la trace, plus que l'empreinte, il y a le corps même, le corps sonore, qui peut être aussi un corps graphique, un corps pictural, un corps pictogrammatique, un corps pictogramme, qui note des idées et qui les dessine encore. Heureux les Chinois qui ont encore la peinture
avec le poème et avec la musique. Mais nous avons encore, et c'est peut-être la seule chose universelle dans le poétique, le musical, le chant. Et dans le chant, comme je disais, dans le chant, il y a le souvenir du cri. Dans le cri, il y a l'émotion animale. Alors, ce qui est très beau, c'est que dans la musique et après dans le poème, reviennent aussi les sonorités même non animales. Les sonorités des végétaux, des minéraux. C'est très beau le fait d'ailleurs qu'on écrive depuis longtemps, soit avec du graphite, on dessine aussi avec du graphite. On faisait des couleurs avec des pierres, avec des fleurs. Il y a quelque chose qui remonte même au-delà du vivant, au-delà de la matière inorganique. Mais dans le poème, vous voyez, dans le poème, il y a brusquement cette évidence, si vous voulez, que ce petit corps poétique qu'on a, qu'on entend, qu'on peut faire sortir de l'oubli quand on lit, ce corps poétique, il a un rapport avec toute l'évolution en fait de l'univers, je dirais, depuis les particules élémentaires jusque, eh bien, justement, ce moment décisif où il y a un rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand il y a fixation de l'intériorité sur l'extériorité, il y a du poétique. Et dans le poème, qu'est-ce que c'est qu'un poème, si ce n'est justement la fixation dans du sonore musical, du visible, pas toujours, plus toujours forcément de l'ordre du peindre, mais toujours le tracé a de l'importance quand même. Toujours l'encre, toujours l'écran. Quand vous lisez sur l'écran, quand vous voyez l'écran, brusquement l'écriture revient de la peinture. Qu'est-ce que c'est qu'un écran? C'est la paroi de la grotte de Lascaux. C'est la paroi à travers laquelle passent les signes visibles et les signes audibles. Dans le poème, ce qui est essentiel, c'est cette nostalgie ou ce retour en amont, ce souvenir, en tout cas, ce que j'appelle moi le désoubli, c'est-à-dire brusquement, c'est l'origine naturelle de toute la culture qui devient tout d'un coup évidente. Il n'y a rien de plus naturel qu'un poème. Il suffit de fermer les yeux et d'écouter. Il suffit de lever les paupières et de regarder. Et on va voir ce soir, justement, l'exemple même, dans le spectacle que vous verrez tout à l'heure, l'exemple même de ce qui se passe lorsque un poème, brusquement, de manière tout à fait évidente et naturelle, il redevient une nature, il redevient non seulement un corps poétique, mais des vibrations sonores. Mais presque là, ce qui est miraculeux, c'est tactile. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on entend, ça ne sera pas seulement cette voix poétique, cette empreinte poétique, dont on croit qu'il n'y a plus que ça dans l'écriture, mais on va voir que c'est du tactile. Jamais oublier que le poème est un corps, que le corps poétique est un vrai corps, s'il vibre musicalement avant et en dehors, il fait vibrer nos corps. Ce sont des vibrations qui sont d'abord de l'ordre du toucher, et on sait très bien qu'en passant de l'analogique au numérique, comme on dit, on a perdu les vibrations tactiles. On va voir ce soir que, au départ, tout est du toucher. Qu'est-ce que c'est que le toucher? C'est la membrane, c'est ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Ce qui passe de part et d'autre, ce sont les émotions, mais aussi les pensées. Et ce qui permet de les faire circuler,
femme en femme, d'homme en homme, de génération en génération. C'est le poème. Alors, il y a une civilisation qui peut-être l'a su tellement bien, c'est la civilisation chinoise. Et quand quelqu'un est capable, en écrivant, de projeter son propre corps dans plusieurs civilisations, eh bien ça donne des poèmes de Guylaine Fabre qui s'intitulent en plus Entre chien et loup. Ma boucle est bouclée. Nous sommes revenus à la nature sauvage. Bravo. Merci Yves. Je vais présenter en quelques mots ce petit recueil, Entre chien et loup. D'abord, on est dans des circonstances qui s'y prêtent, mais à la fois, c'est une allusion, bien sûr, au crépuscule, entre un petit peu l'irréel, qui éveille des tas d'idées, et c'est une allusion aussi au crépuscule d'une époque et à l'entrée dans une autre, ainsi qu'à une certaine sauvagerie qui anime le monde contemporain. Donc le recueil en fait se divise entre plusieurs parties. La première partie, ce sont des textes qui ont été écrits, comme je l'ai dit, aux 4 directions, c'est-à-dire lors de déplacements, lors de voyages. Je lirai quelques extraits où la deuxième partie, c'est une partie qui s'appelle Présence. Non, plutôt Voyage avec le feu, d'abord, hein, qui est une sorte de traversée, comme un long voyage de traversée âpre. Et puis la troisième partie s'intitule Présence. C'est une forme d'accueil de ce qui est obscur, une attention à des formes invisibles. Et la dernière partie, ce sont des petites proses qui essayent de capter des instants singuliers. Donc je vais lire quelques petits extraits de ce recueil, en commençant par le premier poème qui va renvoyer à ce que disait Yves tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul chant, qu'un seul très long poème qui navigue de bouche en bouche au fil des bois éveillés, chant de vie et de vent de par la nuit des villes, des côtes et des phares debout dans la tourmente, par les plages de sel où nos pas s'égarent, les collines boisées, soir posées sur nos lèvres, quand l'appel des oiseaux, des insectes se tait, que la rumeur des ombres se lève, promenant son errance par les visages, leur souffle tremblant dans la chaleur, leur regard humble sur les rives où se déchire la douceur des amours au fil du temps et de ses sables. Le deuxième poème que je vais lire s'intitule Inde. Je l'ai écrit entre Bombay et Delhi dans les années 90. Océan de lumière, les corbeaux voltigés par les tours de silence, les jardins suspendus ont deviné la mer, rêvé longtemps, à l'ombre de ces plages où les femmes au teint sombre décoraient leurs visages, non loin de campements. Le soir, les pas se portaient vers la digue, son dôme illuminé au loin dans l'océan, puis revenaient s'égarer par les flammes
les foules